Il faut essayer de mettre quand même un peu de morale dans la recherche médicale. Donc dans la recherche médicale, la morale, au départ, et donc les gens ont essayé de dire on va essayer de se faire une morale internationale, ça s'appelle la déclaration d'Helsinki, on peut regarder sur Internet. Comme c'est du copier-coller, c'est pas faux, parce qu'Internet, pas grand-chose de juste, mais quand ils prennent copier-coller une loi, au moins c'est la loi, telle qu'elle est écrite. Donc, qui dit, d'abord ça commence en disant, les rapports dans la recherche médicale, il doit y avoir de la bienveillance, de l'intérêt et de la transparence. Bien sûr la bienveillance, bon, il faut que c'est un intérêt médical, bon, et de la transparence, ce qui par exemple en France n'existe jamais. C'est-à-dire théoriquement, dans la déclaration d'Helsinki, il est dit, si vous gagnez de l'argent en faisant rentrer un malade dans un protocole, vous devez lui dire. Parce que vous avez changé votre rapport, il est venu vous voir pour que vous le soigniez. Et au lieu de le soigner, vous le faites rentrer dans un essai. Vous devez lui dire, vous savez, vous allez rentrer dans un essai qui va me rapporter de l'argent. Ça n'existe pas en France. Dans les déclarations qu'on fait, vous voyez, pour les CCP, on doit marquer, on doit donner la fiche qu'on va donner au patient. Alors, la fiche qu'on donne au patient, vous savez, c'est la fiche, c'est comme les contrats d'assurance. Hein. Il y en a 5 pages, c'est écrit tout petit, personne ne le lit jamais. Mais dedans, en tout cas, si vous le lisez, vous verrez, il n'y a pas marqué, écoutez, si vous acceptez, je gagne de l'argent. Ce qui est ça, la transparence. C'est ça, la morale, c'est celle-là, c'est de dire, voilà ce que je fais. Après tout, il y a des gens qui disent, écoutez, moi, qui demandent des financements complémentaires par rapport en privé, par rapport au remboursement. Ils le font, si les gens sont prêts à payer, ils sont prêts à payer. Là, si les gens sont prêts à ce que leur médecin touche de l'argent en plus parce qu'ils acceptent de participer à un essai, ils acceptent, mais il faut le dire. Moi, j'ai peur qu'il y en ait beaucoup qui n'acceptent pas si on leur dit ça. D'accord ? Donc, la solution, il y avait aux États-Unis, il y avait des gens qui avaient trouvé des solutions qui sont... il y a des hôpitaux, par exemple, moi j'avais visité ça, un hôpital de Eli Lilly, là, à Indianapolis, qui est un hôpital Eli Lilly. Donc dedans, les gens ne payent rien, mais ils participent aux essais. Donc c'est donnant-donnant. Tandis que là, c'est pas donnant-donnant, c'est donnant et pas donnant. Il n'a rien. Et vous prenez quelque chose. Donc c'est une vraie question. C'est une question qui est pas réglée. Donc le début de la manière dont a été réglée l'éthique était réglé, en France comme partout ailleurs, par des comités d'éthique. Et le comité d'éthique, eh bien, on réunissait des gens qui étaient concernés par la morale des essais thérapeutiques, des officiels et puis des gens qui s'intéressent à la morale, je sais pas, des religieux, des philosophes, des gens qui s'intéressent à la morale. Il y a des gens qui s'intéressent aux soins, puis des gens qui s'intéressent au droit, puis d'autres qui s'intéressent à la morale. Moi, je sais que mon premier... moi, j'ai créé, je crois, en France, le premier comité d'éthique animale, en France. Parce qu'ici, à Marseille, en 89, je suis devenu responsable de la recherche médicale, la faculté de médecine. Et on était juste à la suite d'un scandale épouvantable. Ça vous dit peut-être quelque chose, peut-être pas, vous n'étiez peut-être pas né, mais Brigitte Bardot avait fait un scandale, et pas à tort, hein, sur la manière dont on traitait les animaux pour faire de l'expérimentation animale, en particulier les chiens. Et effectivement, ils étaient dans une espèce d'algéco non climatisé, l'été. Comme on étudiait le pancréas, ils étaient fendus de là jusque-là. On leur coupait les cordes vocales pour pas qu'ils aboient. Alors, si vous voulez le spectacle, comme spectacle, c'est un drôle de truc. Hein. Donc moi, la chose que j'ai réglée tout de suite, d'abord j'ai fermé ce truc, j'ai fait construire une animalerie qui était dans des normes normales, et j'ai créé un comité d'éthique, en faisant venir les gens qui s'occupent des animaux, je sais pas, les associations d'animaux, et puis des expérimentateurs,
voir que tout ça avait un sens ou pas de sens. Et puis, moi, j'ai pris la décision d'interdire dans la faculté de médecine, tant que j'étais là, et quand j'ai été ensuite président d'université, de faire de l'expérimentation sur les chiens, les chats et les singes. Voilà. Parce que ça touche une fibre dans notre société qui n'est pas acceptable. Je me suis fait engueuler, et je suis un qui a râlé parce qu'on ne pouvait plus utiliser les chats, parce que les chats ont un sphincter anal qui ressemble beaucoup à celui des enfants, et donc ils utilisaient les chats pour ça. Donc les gens qui faisaient de la chirurgie pédiatrique, je me suis fait engueuler, puis ça leur est passé. Puis ça m'était égal que les gens m'engueulent, comme chacun sait, parce que je gueulais plus fort, et puis voilà. Donc les choses se sont résolues comme ça, et donc on a eu un comité d'éthique animale, mais qui était fait avec des gens, il y avait la SPA dedans, il y avait des trucs, et puis tout ça s'est très très vite remis en ordre. Et ça s'est très vite calmé, une fois qu'on a dit que c'était climatisé, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas à 40 degrés, le truc, qu'ils avaient de l'espace pour respirer, que ben voilà, les choses se sont simplifiées. Pour les hommes, il y avait là, c'est ça dont je m'étais inspiré, des comités d'éthique. Et dans ces comités d'éthique, il y avait des gens qui faisaient des médicaments, des gens qui faisaient de la philosophie, des gens... Très bien. Et puis... ces comités d'éthique ont été supprimés pour être remplacés. Alors ça, c'est un truc de la France. Hein. Dans le droit, je simplifie, hein, mais si on lit Montesquieu, il explique ça très bien. La France est l'héritière en termes de droit du droit romain. C'est l'État qui décide ce qu'est le droit. Et on a hérité de ça, et bien sûr Napoléon a refait avec la Révolution, a refait le droit français qui est héritier du droit romain, c'est-à-dire on vous dit ce qu'est la loi. D'accord ? Tandis que le droit allemand, qui était un autre droit, très certainement, vous n'avez pas de langue écrite, hein, était un droit oral qui était basé sur la jurisprudence. C'est-à-dire que comment on a fait dans une situation de cette nature-là, qu'est-ce qu'on a fait ? Et donc, c'est plutôt quelle est la règle du jeu que c'est comme ça et on doit obéir. Oui, c'est deux modes très différents. C'est très très bien analysé par Montesquieu. Et on le voit toujours aux États-Unis, c'est très intéressant. Quand vous êtes condamné pour quelque chose, eh bien le juge regarde les statistiques, c'est-à-dire quand vous avez fait ça, quelles sont les peines qui vous sont appliquées? Elles sont entre quoi et quoi? En pratique, c'est-à-dire dans la jurisprudence. Tandis qu'en France, c'est le législateur qui décide, ça sera de 6 mois à 30 ans. Alors ça laisse des marges de manœuvre qui sont colossales. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, on dit, tiens, voilà, pour quelque chose comme ça, c'est entre 1 an et 3 ans. Et donc, le juge, sauf à ce qu'il y ait un truc tout à fait extraordinaire, il va donner une peine de 1 à 3 ans. Parce que c'est la règle commune. C'est comme ça qu'on est organisé. Donc c'est très intéressant. Ça veut dire que les choses sont soit dirigées par l'État, qui dit c'est ça que vous devez faire, soit c'est quelle est la jurisprudence dans cette situation-là. Et donc les comités d'éthique, ça ressemblait à la jurisprudence. C'est comme des juridictions locales. D'accord ? Ça... Est-ce que ça pose des problèmes? Et d'ailleurs, c'est plus facile parce qu'on peut faire venir celui qui dépose un projet en disant « mais là, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne le changez pas ?» Ça maintient un dialogue, si vous voulez, qui s'écarte de la défiance qui laisse penser que celui qui est en face va faire des choses affreuses. Et donc, tout ça a été balayé par la loi. Et donc, les comités d'éthique ont été supprimés. Il n'y a pas actuellement de juridiction en France sur le comité d'éthique. Il n'y a pas de comité d'éthique prévu légalement. Alors, c'est très intéressant, parce que, après, vous allez être très embêté, parce que quand on envoie un papier dans un journal, il dit quel est l'avis de votre comité d'éthique. Mais les comités d'éthique, il faut les inventer, parce qu'il n'y en a plus. Et en plus, les comités d'éthique qui avaient... Alors, ça a été remplacé par le comité de protection des personnes. Mais, alors là, c'est toute l'histoire de France là, qui va se dérouler. Au début, les comités de protection des personnes, c'est les comités de protection des personnes de l'environnement. Donc, c'est des gens qui savent
ou qui connaissent plus ou moins ceux qui demandent les trucs, parce que l'idée, c'est quand même pas que les types qui font ça font des trucs de fous. Donc, bon, ils font de la recherche pour comprendre quelque chose. Et au début, dans ces comités de protection des personnes, il y a quelque chose que je trouvais normal, comme dans le comité d'éthique nationale, il y a des gens dont le métier est la morale. C'est-à-dire, je sais pas, des prêtres, des imams, des rabbins, des philosophes, vous voyez, des gens. Il y a un, des médecins, deux, des techniciens des essais, et puis trois, des gens dans le métier et la morale. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites là? Vous faites quelque chose qui, dans notre religion, dans notre manière de voir les choses, ne se fait pas. Donc, faites attention. Donc, bien entendu, ça, c'est l'éthique, c'est-à-dire la morale partagée par les gens qui sont là. L'éthique, c'est la morale. Donc, ici, c'est avec des spécialistes en morale qu'il faut discuter, pas avec des spécialistes des essais thérapeutiques ou des mathématiciens. Mathématiciens, ce pas des moralistes, vous voyez. Et petit à petit, ce phénomène, avec des lois successives, sous Hollande et puis maintenant sous Macron, a été changé. Et le comité d'éthique, maintenant, ne comprend plus aucun moraliste. C'est plus que des gens désignés par les administrations. Ça n'est plus que des administrations. C'est intéressant, ça veut dire quelque chose. Et par ailleurs, les CPP, c'est de la dérive à la française permanente. Hein. Les CPP qui étaient CPP régionaux, et vous pouviez choisir, là il y avait deux dans la région, l'un ou l'autre. Eh bien, les gens ont dit non, ils se connaissent trop, ça va être de la magouille, et donc on va faire des CPP seulement au niveau national, et les gens ne pourront plus choisir. Donc, du coup, vous introduisez un aléa incroyable, c'est-à-dire que d'un CPP à un autre, vous allez avoir des résultats complètement différents. Les gens sont de moins en moins intéressés parce que au début, ça avait un intérêt, et puis si c'est juste pour évaluer les collègues, vous rendez service. C'est pour faire ça, la qualification des gens qui font ça a diminué, c'est-à-dire leur niveau scientifique et technique a baissé. Et donc, on s'est retrouvé avec des CPP qui sont aléatoires. Voilà. Et donc, c'est très ennuyeux. D'autant que même si les CPP sont d'accord, s'il s'agit d'un essai thérapeutique, de toute manière, il y a l'État qui donnera son avis, l'ANSM qui dira oui ou non. Donc, ce qu'on demande au CPP, c'est marginal. D'accord ? Donc, c'est très intéressant, mais c'est dirigé par l'État, et donc, c'est comme ça. C'est assez intéressant, d'ailleurs, de voir l'évolution de nos lois à côté de l'évolution des lois de nos voisins de ce point de vue-là.